Il y a 1000 ans, les Vikings ont établi une colonie sur la côte de Terre-Neuve. Un fait, pas une légende, l'histoire. Nous dit que leur voyage s'est terminé au bord de l'Atlantique. Mais un faible signal génétique scandinave, trouvé profondément dans les sols anciens du Wisconsin, ébranle cette croyance. Les preuves ADN et les routes fluviales négligées pourraient-elles signifier que les explorateurs nordiques ont voyagé loin à l'intérieur des terres, réécrivant ce que nous pensions savoir sur l'Amérique primitive? Les réponses remettent en question tout ce que nous avons accepté. Et le vrai débat ne fait que commencer. Des fouilles à l'extrémité nord de Terre-Neuve ont révélé une histoire écrite dans la terre et le fer. En 1960, Helge et Hanstin Ingstad ont retracé les sagas nordiques jusqu'à une crique balayée par les vents à l'anse au Midose. Sous des couches de tourbe, les archéologues ont révélé 8 bâtiments aux murs de tourbe. Des salles rectangulaires et des dépendances plus petites, leur forme faisant écho aux fermes vikings du Groenland et d'Islande. L'aménagement du site formait une colonie compacte, avec d'épais murs de tourbe conçus pour retenir la chaleur contre les vents de l'Atlantique Nord. Des artefacts ont fait surface du sol en succession constante, des clous et des rivets en fer, une épingle de cap en bronze. Un fuseau sculpté pour filer la laine, chacun étant indubitablement nordique dans sa conception et sa fonction. Les vestiges d'un four de forge, encore jonché de scories de fer, indiquaient une fonderie sur place. Ce n'était pas un camp éphémère, mais un avant-poste fonctionnel, équipé pour les réparations et la vie quotidienne. Des copeaux de bois et des coquilles de noyer cendrés, étrangers à Terre-Neuve, suggéraient la cueillette ou le commerce plus au sud. La datation de ces découvertes exigeait de la précision. Des fragments de bois carbonisés ont subi une analyse au radiocarbone, se regroupant autour de l'an 1000. En 2021, des chercheurs ont appliqué une nouvelle méthode, la datation par anneau d'arbre liée à une tempête solaire, qui a laissé une signature carbone mondiale en 993 de notre ère. En comptant les anneaux de cet événement, jusqu'à la croissance la plus externe, ils ont identifié l'abattage d'arbres locaux, à exactement 1021 de notre ère. Cette empreinte temporelle cosmique a ancré la présence nordique en Amérique du Nord avec une certitude inégalée par la légende ou la rumeur. Le professeur Anders Hall, qui a dirigé plusieurs études récentes du site, décrit les preuves comme étant non ambiguës, stratifiées et complètes. Des centaines d'artefacts, du fer travaillé aux outils domestiques, ont été catalogués et comparés aux techniques vikings connues. Aucun autre site sur le continent n'offre un tel registre clair, architecture de peuplement, débris métallurgiques et objets quotidiens, tous convergeant en un seul lieu, l'anse au Médose. Sert de référence pour l'archéologie nordique dans le Nouveau Monde, ces faits étant à l'abri de la spéculation ou des vœux pieux. Chaque découverte ici a été testée, datée et réexaminée, établissant la norme à laquelle toutes les autres affirmations sont mesurées. Les dracars vikings n'étaient pas de simples navires océaniques, c'étaient des merveilles d'ingénierie construites pour la polyvalence. Avec un faible tirant d'eau d'environ un demi-mètre, ces navires pouvaient glisser sur les mers ouvertes, puis se faufiler dans les rivières et les estuaires, où les bateaux à tirant d'eau plus profond s'échoueraient. Leurs planches de chêne superposées fléchissaient avec les vagues, et une seule voile carrée pouvait être abaissée au profit des rames lorsque le vent tombait ou que les chenaux se rétrécissaient. Les équipages pouvaient même tirer les navires à terre, les faire rouler sur des rondins et les porter par-dessus terre, une technique aussi ancienne que l'exploration nordique elle-même. Les voyageurs français utiliseraient plus tard des méthodes similaires pour traverser les voies navigables complexes de l'Amérique du Nord, mais les Vikings avaient maîtrisé les bases des siècles plus tôt. Le docteur Lars Eriksson, un archéologue maritime, a étudié des répliques de dracars le long du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. Il souligne le corridor naturel qui relie l'Atlantique à l'intérieur américain. Depuis le golfe du Saint-Laurent, les navires pouvaient remonter le fleuve, traverser le lac Ontario et atteindre l'escarpement du Niagara, bien que les chutes du Niagara aient constitué un obstacle. Le portage, c'est-à-dire le transport de navires et de marchandises autour de rapides infranchissables, était une pratique connue au-delà des chutes. Une chaîne de lacs et de rivières ouvre une voie navigable. Le lac Erie, le lac Huron, les détroits de Mackinac et le lac Michigan, les rivières Fox et Wisconsin. Séparés par seulement un écart terrestre de 3 km à Portage, Wisconsin, forment le dernier lien vers le Mississippi.
Les peuples autochtones avaient utilisé cette route pendant des siècles et les explorateurs français l'ont cartographiée dans les années 1600. Théoriquement, un équipage nordique aurait pu faire de même, tirant ses navires par voie terrestre aux passages étroits, puis rejoignant le courant. Le voyage de Terre-Neuve au Wisconsin se serait étendu sur plus de 3000 km, les voyages estivaux offrant la seule fenêtre réaliste. Les équipages comptaient sur le poisson séché et la nourriture cueillie, s'arrêtant pour réparer les coques avec du bois local. Bien que le défi technique fût intimidant, la route était physiquement possible. Aucune preuve archéologique ne confirme le passage viking le long de ce corridor, mais le paysage lui-même ne posait aucune barrière insurmontable. La vraie question n'est pas de savoir si les navires pouvaient faire le voyage, mais si quelqu'un l'a réellement fait. Au cœur du Midwest, le débat sur la présence viking est alimenté par un ensemble d'artefacts, d'histoires et de spéculations. La revendication la plus célèbre a fait surface en 1898, lorsqu'un immigrant suédois nommé Olaf Omar a déterré une dalle de pierre emmêlée dans les racines d'un peuplier près de Kensington, Minnesota, inscrite de runes qui racontaient une expédition nordique en 362. La pierre runique de Kensington est rapidement devenue une sensation locale. Pourtant, l'analyse linguistique a révélé des formes runiques et une grammaire inconnue à l'époque médiévale, avec plusieurs caractères, correspondant à des manuels suédois du XIXe siècle plutôt qu'à des inscriptions de l'ère viking. Les géologues ont noté des marques d'outils fraîches et l'absence d'altération, attendues sur une pierre prétendument enfouie depuis des siècles. Malgré ces signaux d'alarme, la pierre reste exposée, attirant les visiteurs et alimentant les légendes sur les explorateurs nordiques perdus. D'autres prétendues preuves refont surface de temps en temps, des haches et des outils en fer trouvés dans des champs ou des berges de rivières, et même une pièce d'argent attribuée à Olaf Kure, un roi norvégien du XIe siècle. Découverte, dit-on, dans la région, mais la chaîne de possession de la pièce s'évapore sous l'examen. Pas de registre de fouilles, pas de contexte stratigraphique et pas d'analyse par les pairs. La plupart de ces objets manquent des signatures archéologiques qui entrent les découvertes sur des sites vérifiés. Ils sont isolés, sans provenance et apparaissent souvent entre des mains privées. Plutôt que des collections de musées, les traditions orales autochtones ajoutent une autre couche au débat. Certains anciens Dakota et Ojibwe racontent des histoires de visiteurs à la peau pâle arrivant par l'eau, mais ces récits, filtrés à travers des siècles de retransmission et de réinterprétation coloniale ultérieures, n'offrent aucun lien direct avec les explorateurs nordiques. L'attrait de ces récits persiste, mêlant fierté locale et romantisme de la découverte, mais sans vérification scientifique. Datation au radiocarbone, fouilles sécurisées ou analyse génétique, de telles histoires restent des possibilités alléchantes plutôt qu'une histoire établie. La controverse perdure, non pas parce que les preuves sont solides, mais parce que le désir culturel de connexion est profond. Au printemps 2023, la docteure Maya Goodman et son équipe ont abaissé un carottier à piston à travers les eaux calmes d'un lac glaciaire du centre du Wisconsin. Ils ont extrait des colonnes de sédiments, chaque couche étant une capsule temporelle enregistrant des siècles de changements environnementaux. Travaillant à l'intérieur d'une salle blanche à pression positive, les techniciens ont découpé les carottes en fines sections, se concentrant sur les strates datées de la période chaude médiévale, soit environ de 950 à 1250 de notre ère. Chaque outil a été stérilisé, chaque échantillon traité avec des blancs d'extraction et des contrôles négatifs pour se prémunir contre la contamination. L'objectif était de rechercher de l'ADN environnemental ancien, des fragments génétiques libérés par les personnes, les animaux et les plantes conservés dans la boue. En utilisant la métagénomique par séquençage aléatoire et la capture mitochondriale ciblée, le laboratoire a séquencé des millions de fragments d'ADN par échantillon. Les bioinformaticiens ont cartographié ces lectures par rapport à des panels de référence provenant de populations indigènes des Grands Lacs et de Scandinaves de l'ère viking. En recherchant des correspondances dans une poignée d'échantillons, ils ont détecté de faibles traces, moins de 0,2% d'haplogroupes courants en Scandinavie médiévale. Les signaux n'apparaissaient que dans les couches correspondant à la période chaude médiévale, puis disparaissaient dans les dépôts ultérieurs. Pourtant, ces découvertes s'accompagnaient de sérieuses mises en garde. Les fragments étaient courts, dégradés et rares, à peine au-dessus du bruit de fond. Une réplication indépendante dans un deuxième laboratoire a donné des résultats similaires mais non identiques.
Des tests statistiques suggéraient que les signaux pouvaient être réels, mais la contamination par de l'ADN moderne ou même des réactifs de laboratoire ne pouvait être exclue. La Dr Goodman a souligné que les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Sans artefacts, sépultures ou établissements stratifiés, un faible signal génétique ne peut confirmer une présence viking. La science est rigoureuse, mais les preuves restent peu concluantes pour l'instant. Les carottes de sédiments offrent des indices alléchants, pas une histoire réécrite. Aujourd'hui, la frontière entre mythe et preuve exige une vigilance constante. À mesure que la technologie s'affine, les marges de l'histoire se déplacent, mais les affirmations extraordinaires exigent toujours des preuves extraordinaires. Le passé résiste aux réponses faciles, nous rappelant que ce que nous souhaitons croire n'est jamais suffisant. La vérité attend ceux qui sont prêts à tout remettre en question.